Voyage en récit, Stéphane Scrive. et Geoffroy Scrive. Stéphane Scrive, pour notre deuxième conversation ensemble, dont je vous remercie par avance. Au programme de ce jour, un autre roman que vous publiez chez l'Harmattan, rue des Écoles, intitulé Marche forcée. Vous revenez sur 3 épisodes historiques de gens, de soldats qui ont dû marcher longuement, très longuement. On va donner tout de suite ces 3 épisodes. D'une part, pour commencer, vous revenez sur l'anabase de Xénophon, cette histoire relatant la très longue marche de retour de Babylone de soldats grecs jusque dans leur mère patrie, après la mort du roi Cyrus ayant voulu renverser son frère jusqu'à Babylone. Deuxième étape de votre récit, évidemment pour nous Français, très importante dans l'histoire, la retraite de Russie des soldats de Napoléon. Et enfin, nous allons gagner l'Extrême-Orient avec la longue marche, cette longue marche entre 1934 puis 1935, de près de 80 000 personnes, étalée sur 3 colonnes, avec des distances considérables, avec évidemment une figure restée emblématique de ce mouvement que fut Mao. Alors évidemment, peut-être pouvons-nous commencer tout simplement par dire, Stéphane Scrive, pourquoi avoir choisi dans cet ouvrage, Stéphane Scrive, de réaliser un ouvrage au sujet de la marche? Alors je dirais que personnellement, d'ailleurs je l'explique un peu dans le prologue, j'aime marcher. Et j'aime marcher, je crois que c'est un petit peu héréditaire, je cite mon grand-père paternel, Henri Scrive, qui à 90 ans faisait encore de grosses marches à pied d'Alil pour aller chercher ses petites filles à l'école ou aller voir des amis. Ça m'a beaucoup frappé, il avait une canne, mais il marchait bien. Je me suis dit, il y a dans la marche probablement un exercice qui fait que c'est bon pour la santé. Oui. D'ailleurs, je crois que les médecins s'accordent à le dire, que le fait de faire des marches, un bon pas bagnauder, sans faire non plus sans courir, c'est assez bon pour le cœur et c'est assez bon pour les artères. Donc c'est un petit peu un exercice que je fais par plaisir, mais aussi peut-être parce que ça me réconforte pour avoir une vieillesse un peu moins difficile. Vous commencez justement cet ouvrage en rappelant le souvenir de votre grand-père et par 2 vers d'un poète, Henri de Bornier. C'est vrai, assez oublié aujourd'hui, on peut rappeler les dates, 1825-1901 pour Henri de Bornier. Ces 2 vers sont les suivants. Le matin, je me lève et je sors dans la ville. Le pavé de la rue est sonore à mon pas. C'était votre père qui vous avait... Mon grand-père. Votre grand-père et votre père qui vous ont entraîné à lire Henri de Bornier? Ah non, c'est mon grand-père lisait, récitait ça, parce que c'était resté dans sa tête, et il le disait assez souvent, pas chaque fois qu'il marchait, mais un peu. Non, Bornier est un poète complètement oublié. On raconte même, je crois, sa femme avait une liaison avec un autre poète un peu plus beau que lui. Donc, c'est la seule chose qu'on sait un peu de lui. Il est complètement oublié. Pour aller chercher un livre de lui, je crois qu'il faudrait beaucoup chercher. Même à la bibliothèque. C'est un poète. Ces vers-là, si vous voulez, ça collait bien avec l'homme qui marche, parce que c'est bien cadencé, mais c'est un peu tout. Alors revenons, comment avez-vous choisi ces 3 épisodes parmi tant d'autres d'événements de marcheurs? Alors, le premier, qui raconte l'anabase, je dis dans mon bouquin que mon professeur de grec avait dit qu'on devrait l'appeler katabase. Anabase, c'est-à-dire la montée, c'est-à-dire le départ de Grèce pour aller jusqu'à Babylone. La katabase, c'est la descente. Oui. Or, la montée, on n'en parle pas trop, c'est surtout la descente qui est intéressante parce que c'est là où ils ont tous les épisodes qui se passent. Pourquoi alors donc, cette longue marche de ces 10 000, puisqu'on les appelle les 10 000, anecdote aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Shah de Perse, le dernier Shah de Perse, avait aussi ces 10 000, qui n'ont pas été de grand secours au moment où il est parti, mais théoriquement, il y avait une garde théoriquement composée de 10 000 hommes. Donc, pas 10 000 Grecs, mais de 10 000 hommes. Alors, pourquoi des Grecs? Parce que c'était après les guerres médiques
Les Grecs s'étaient fait une forte réputation chez les Perses, puisqu'ils les avaient arrêtés et vaincus. Et donc, on considérait que c'était très bons guerriers. Donc, Cyrus, qui n'est pas encore un roi, mais qui veut devenir roi de Babylone, a recruté ces Grecs, qui sont d'ailleurs une partie de son armée, mais c'est une partie simplement. Et donc, ce garçon, que je cite parce que c'est un personnage imaginaire, bien sûr, qui est spartiate, dans la mesure où les Spartiates étaient considérés comme les meilleurs soldats grecs par rapport aux Athéniens, ce garçon va participer, parce qu'il a envie d'aventure, et puis parce qu'il s'ennuie chez lui, à cette aventure qui se termine finalement pas bien du tout pour lui. Non. Peut-être pouvons-nous citer les régions, parce que votre livre nous donne de voyager. Alors, on va citer quelques pays traversés. À l'aller, la Lydie, la Phrygie, la Lycaonie, la Cappadoce, la Cilicie, la Phénicie, l'Arabie et la Syrie, pour arriver jusqu'à Babylone. Puis, évidemment, le roi qu'ils suivent, Cyrus, meurt au cours du combat. Donc là, on va entrer avec ces 10 000 en pays Karduk, Kabyles, les Chaldéens, les Macrons. Il y a les Macrons. Alors il y a des Macrons, tout à fait incroyable pour nous aujourd'hui, d'entendre ce nom. D'autant que ces Macrons sont une peuplade qui est relativement sympathique pour eux. Enfin, je sais pas si c'est sympathique, mais ils ont envie de s'en débarrasser sans se battre. Sans se battre, voilà. Ensuite, après les Macrons, nous croiserons la route des Mossinèques et pour finir, chez les Thraces au service de Cétès. C'est incroyable, donc cela fait quand même un rude parcours. Vous donnez d'ailleurs quelques notions de distance en stade. Alors je crois que cela fait en gros 16 000 stades. Il faut se rendre compte qu'un stade, c'est environ une distance de 200 mètres pour nous aujourd'hui, en 93 étapes. Évidemment, les étapes ne sont pas une petite promenade du dimanche. Il leur arrive des mésaventures. Il y a le froid, il peut y avoir le chaud, il peut y avoir les attaques des différents peuples qui ne veulent pas les voir traverser leur territoire, ni les accueillir. Ils doivent se battre pour leur nourriture. Enfin, le seul endroit où ça se passe à peu près bien, et vous le citez, c'est l'Arménie. Alors, l'Arménie, oui, l'Arménie qui était à l'époque pas l'Arménie d'aujourd'hui, beaucoup plus grande et beaucoup plus vers l'est. Maintenant, moi je suis allé en Arménie, c'est un tout petit pays qui est enclavé au Caucase, là c'était pas ça du tout, c'était beaucoup plus grand. Est-ce que le fait d'inventer un personnage spartiate participant à toute cette aventure, qui bien sûr pour le besoin du roman survivra jusqu'au bout, permet évidemment de faire traverser toutes ces épreuves, de voir et de constater que la marche soude parfois des gens qui peuvent être opposés dans le quotidien, parce qu'il est assez ennemi avec un autre soldat qui s'avère être son voisin du village voisin. Et en fait, on les sent unis à travers toutes ces épreuves. Alors est-ce que pour vous, Stefan Scrive, la marche, même au cours de votre vie, peut-être personnelle ou professionnelle, a pu souder, que ce soit vous, que ce soit vos compagnons, au cours d'épreuves traversées ensemble? Je vais vous dire, j'étais dans un régiment de tirailleurs algériens, c'est là que j'ai fait mes classes, dans lequel effectivement on était très peu de Français qu'on appelait de souche européenne et plus de Français de souche nord-africaine, comme on disait à l'époque. Écoutez, il est chose certaine, on marchait ensemble, et quand on marche ensemble, il faut marcher du même pas et pas se laisser traîner. Donc il y a une sorte de solidarité qui se fait malgré tout. Et alors, j'ajouterais une chose, c'est que chez les Grecs, cet épisode vient après la guerre entre Athènes et Sparte. La Grèce, après avoir vaincu les Perses, s'est divisée en une guerre civile entre Athéniens, disons les gens du Nord, et les Spartiates. Sparte a gagné. Et cette division entre les Grecs, qui a d'ailleurs fait que la Grèce n'a jamais été un véritable empire, mais une sorte de ville qui se jalousait ou qui se mettait ensemble, c'est une histoire qui fait que la Grèce s'est répandue un peu partout. On le trouve d'ailleurs au moment quand ils sont sur la mer Noire. C'est-à-dire que quand ils appellent Thalassa, quand ils retrouvent la mer, toutes les colonies grecques. Donc il y avait des colonies grecques tout le long de la mer Noire. Et donc les Grecs étaient un peu partout. Mais il n'y avait pas vraiment un empire grec. Non. Il n'y avait pas un chef grec qui gouvernait la Grèce. Ça a toujours été comme ça. Et on retrouve ça au moment de la Grande Marche, lorsqu'ils sont dans les épreuves. Au début, ils se disputent entre eux, il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent, entre Athéniens et Lacédémoniens, puisque les Lacédémoniens, c'est parti Lacédémoniens, ça va pas très bien. Alors, je raconte aussi Xénophon, et celui qui a fait la Naba, et Athénien.
Alors forcément, il fait comme César dans ses commentaires, il se donne le beau rôle, parce qu'il estime que les Athéniens sont des gens beaucoup plus civilisés, donc ils sont capables de compromis, de faire des tas de choses. C'est un peu lui qui raconte, c'est un peu lui qui raconte. C'est pour ça que, pour répondre à la question, effectivement, la marche, pour eux, cette épreuve, c'est une épreuve, une véritable épreuve, efface un peu leurs différences pour faire de sorte qu'ils appartiennent à une même communauté qui est la Grèce. Et puis, on sent que lors de ce fameux retour des 10 000, il y a la tentation de repartir par la mer dès qu'ils peuvent s'en rapprocher. Et on sent que oui, il y a la tentation, par une facilité de prendre la mer, enfin une apparente facilité, pour rentrer plus vite au pays que par la marche. Finalement, c'est jamais possible, ils n'arrivent jamais à trouver les bateaux qu'il faut. Mais voilà, on sent que dès qu'ils sont plus en marche, en fait, il y a la tentation de la division qui revient. Oui, à ce moment-là, parce qu'il y a ceux qui veulent embarquer à tout prix et ceux qui se résolvent à dire on ne peut pas tous embarquer. Donc on continue. Ça ne nous amuse pas beaucoup, mais on continue quand même parce qu'il faut qu'on rentre au pays. Oui. C'est évident. Et d'ailleurs, quand à la fin, ils arrivent en Thrace, la Thrace, c'est quand même la Grèce. Or, en Thrace, ils sont très mal accueillis. Très mal accueillis. Ils sont mal accueillis parce que c'est des sortes de bandes de types complètement perdus, qui pillent, ils vont jusqu'au pillage, ils veulent se nourrir, quoi. Ils sont comme des gens qui sont affamés, et il faut qu'ils se trouvent à manger et à dormir. Alors, puisque vous parlez de gens affamés, on va remonter également seulement quelques épisodes très brefs. Nous sommes au début de l'ouvrage. Ils parviennent au pays des Taoks. Ils se trouvent devant une place fortifiée où s'était réfugiée la population locale avec tous les vivres dont cette population pouvait disposer. Pour survivre, donc, il leur fallait conquérir cette place par la force. Opération hasardeuse, difficile. Il y a 70 hoplites qui sont désignés pour participer à l'intervention. Évidemment, votre héros en est. Et vous écrivez « La fin fut terrible ». La fin FIN. Nous voyant surgir, hommes, femmes et enfants se précipitaient du haut des murailles, préférant mourir que tomber entre nos mains. Inutile de dire qu'il y eut peu de prisonniers. Cela m'a rappelé, par exemple, l'épisode de Massada. Des juifs zélotes préférant se jeter du haut des remparts que de tomber sous la main des Romains. C'est la même chose en Germanie, quand les Romains essaient de conquérir la Germanie, les femmes et les enfants, tout le monde se suicidait, si vous voulez, plutôt que de tomber entre les mains de l'adversaire. Alors, Stéphane Streff, quelles furent vos sources pour acquérir tous ces renseignements, ces détails que vous glissez dans votre prose? Alors, je vous dirais, quand j'étais étudiant, enfin collégien plutôt, on a regardé Xénophon, on étudiait les Grecs. J'ai étudié le grec. Et c'est une matière que j'aimais bien d'ailleurs. On avait la Cyropédie qui est aussi de Xénophon, l'enfance de Cyrus. On racontait par cœur dans le tramway, on se racontait en grec les 5 premières lignes de la Cyropédie. Et puis, là-bas. Alors, je l'ai lu dans une traduction, bien sûr, et une traduction raccourcie, parce que c'est un peu, l'ouvrage est quand même un peu long. C'est un ouvrage, si vous voulez, qui est classique, maintenant qu'on considère comme un classique de la littérature grecque. Plus encore qu'un livre d'histoire. Ça intéresse encore plus les gens qui enseignent le grec que les gens qui racontent l'histoire de la Grèce. Alors, passons, puisque le temps nous est compté, nous allons avancer plus vite que eux ne marchaient. Passons peut-être à la retraite de Russie. Donc la retraite de Russie, nous sommes à la fin donc des conquêtes napoléoniennes. Napoléon pousse finalement jusqu'à Moscou. Vous écrivez que le temps alors est assez doux. Et puis ils arrivent à Moscou. Moscou est à peu près déserte. Il y a que des gens un peu hagards ou des pauvres qui sont là, ou 2-3 personnes qui la regardent un peu méchamment, qui finalement mettront le feu à cette ville, qu'ils verront donc brûler. Et c'est le départ retour. Et là par contre l'hiver tombe. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et vous racontez dans le détail un peu ce retour et les assauts répétés des Russes contre ce peuple en marche sur ce retour. Et il y a un terme qui m'a forcément intéressé pour nous sur cette antenne. Vous écrivez « On sent que les Russes sont déterminés à défendre leur territoire, pour eux sacré comme les icônes
qui les protège. La lutte sera rude. Vous faites l'opposition dans ce livre entre la grande armée de Napoléon, d'ailleurs vous les décrivez comme les colonnes infernales qui avaient déferlé dans les guerres vendéennes notamment. Ce sont les mêmes, en tout cas la même armée qui pousse jusqu'en Russie et qui se font un peu refouler, attaquer par les Russes qui eux défendent leur territoire sacré et leurs icônes. Alors ce qui est très surprenant, c'est que la grande armée qui est partie en Russie n'était pas composée que de Français. Il y avait des troupes qui n'étaient pas françaises. Il faut le préciser, oui. Mais les Français étaient persuadés que dans un pays comme la Russie, ils seraient accueillis très bien, puisqu'ils apportaient des idées nouvelles, de liberté. Or, ils se sont heurtés aux Russes qui ont pour eux deux choses. D'abord, la défense de la terre sacrée, et on en a encore un petit peu, si vous voulez, l'exemple actuellement. Et la deuxième chose, la religion, qui chez eux était très importante, qu'il était beaucoup moins, mais qu'il l'est encore un peu. Parce que pour eux, ils sont un peuple aussi un peu conduit par la grâce. La fameuse Notre-Dame de Kazan, qui est la patronne de la Russie, Staline l'a sortie en 41, alors que il était complètement incroyant, mais il l'a sortie parce que ça mobilisait ça a rappelé aux gens que ils sont pas un peuple comme les autres, un peu comme certains peuples qui estiment que ils ont une vocation divine. Ça arrive un peu partout. Oui, voilà, il y a une unité qui se crée par cela. Oui, alors la résistance, en réalité, on raconte très bien, d'ailleurs on le voit aussi dans le fameux roman de Tolstoï. Les Russes ont perdu la bataille constamment. Ils ont constamment reculé d'ailleurs. Ils refusaient le combat à un moment donné, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et on s'enfonçait de plus en plus en Russie, et ils avaient l'idée quand même un peu qu'à un moment donné, le sort tournerait pour eux. Alors d'abord, Napoléon a fait une grosse erreur, c'est de s'attarder à Moscou. C'est là qu'il a publié le décret créant les statuts de la Comédie Française. Donc il était complètement persuadé qu'il aurait le tsar à la longue, et l'autre a tenu bon, il n'a pas voulu, donc à un moment donné, il a fallu partir. Et ils sont partis 2 mois trop tard, 1 mois et demi trop tard. Ils seraient partis plus tôt, il n'y avait pas de retraite de Russie comme ça. On n'aurait pas parlé aujourd'hui de Bérésina. Non, absolument pas. Tout ce qui est arrivé à cause du froid en particulier, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus à manger. Bon, on a des problèmes pour marcher, il fait froid. On est sale, on se lave pas. Enfin bon, il y a toutes les maladies qui arrivent en même temps. Voilà. Et donc, ils sont vaincus non pas tellement par la Russie que par l'hiver russe, le général hiver. Oui. Sans parler de l'abandon, en tout cas, vous le citez, l'abandon apparent de Napoléon par rapport à ses soldats qui se posent des questions. Pas tout de suite. Hein. Non, pas immédiatement. Pas tout de suite. Parce qu'il a appris qu'il se passait probablement un début de révolte en France. Voilà. Donc il a fait ça plusieurs fois. Hein. Il l'a fait en Égypte. Il est rentré rapidement d'Égypte. Et puis j'ai pu un autre moment. Quand ça allait mal en France, il laissait tomber son armée pour rentrer précipitamment et régler ses problèmes à Paris. Mais enfin, c'est vrai que pour les troupes, quand le général qui était pour eux, parce que Napoléon, c'était pour eux un dieu pour certains. Il l'avait suivi partout, en particulier celui dont je parle. Pour lui, c'est l'homme auquel il a donné toute sa vie. Il n'était pas destiné à faire l'armée. Il l'a fait parce que il est rentré dans les troupes de la Révolution pour défendre la patrie. Et puis finalement, il s'est retrouvé dans l'armée en renouvelant son contrat constamment. Alors passons. Je sais que c'est malheureusement rapide, c'est aussi le jeu de cette conversation au micro, Stephen Scrive, mais passons au 3e épisode de votre livre, cette longue marche. Nous sommes en Chine, 34-35. Donc là, pour votre personnage, vous le faites naître l'année même où la dynastie mandchoue s'était effondrée et où le dernier empereur, un enfant comme les autres, mais considéré comme un dieu, s'était vu enfermé dans la cité interdite. Et nous voilà plongés dans ce film admirable, Le Dernier Empereur, évidemment. Film admirable. On y pense tout de suite. Alors, je dirais que il y a eu un problème pour les fonctionnaires impériaux, c'est de savoir comment ça se passerait. Or, le père de ce garçon a accepté, pour des raisons, il sert son pays, de servir la République après avoir servi l'empereur. Mais c'est un mandarin, a priori c'est un mandarin. Lui est un révolté parce qu'il était étudiant à Shanghai, et à l'université de Shanghai, une université où, lorsqu'il a l'âge d'être étudiant, la révolte gronde. On voit ça dans les romans de Malraux en particulier. Donc ce garçon s'oppose à son père
et il fait une chose que normalement est contraire à tout ce qu'on voudra, il quitte l'université pour participer au mouvement communiste chinois qui commence qui n'est pas encore très très puissant, mais qui est très concentré à une certaine région de la Chine, ce qui l'amène à aller là-bas, et donc à participer à la longue marche qui va durer à peu près 1 an, enfin très très longuement, et comme vous le disiez au début, c'est des gens qui essaient d'échapper aux troupes nationalistes et qui font un circuit complètement aberrant, tentant d'aller monter au sud, tentant d'aller au nord. 2000 km pour rien, en direction du sud. Voilà. Passant d'un seigneur de la guerre à un autre seigneur de la guerre, échappant au premier, se rapprochant du deuxième. 80 000 personnes quand même. Hein. Au début, mais c'est énorme. Mais c'est la même chose que pour la retraite de Russie. Quand Napoléon amène ses soldats, enfin son armée, c'est des centaines de 200 ou 300 000 hommes. Quand ils reviennent, ils sont 20 000 ou un truc comme ça. Ceux qui arrivent à survivre, c'est plus rien. Et puis au milieu de ce récit de la longue marche, une église catholique. Nous avions établi, écrivez-vous, notre quartier général dans une église catholique qui avait été construite près du pont, car la plupart des villageois avaient été convertis à cette foi étrangère. Ils nous avaient vus arriver sans enthousiasme, mais avaient consenti à offrir à certains des nôtres le gîte et le couvert. Ça vous marque donc cette... Est-ce que c'est une invention de votre part, cette église catholique, ou c'est fait partie des sources et des renseignements? Non, c'est vrai. C'est vrai. En réalité, je sais pas vous vous souvenez du livre de Cronin qui s'appelle Les Clés du Royaume. Ça raconte un prêtre irlandais qui est en Chine et qui donc a une mission. Et on le voit d'ailleurs, tout le film est très très intéressant. C'est joué par un acteur que ma femme aimait beaucoup, qui s'appelle Gregory Peck. Oui, Gregory Peck, bien sûr. Oui, Gregory Peck. Bien sûr. Et donc, ce film raconte cette mission. Il y avait des missions en Chine à l'époque, surtout avant les communistes. D'ailleurs, ils les ont trouvés, ils les ont plus ou moins persécutés. Mais finalement, ils n'ont pas complètement anéanti le catholicisme en Chine. Cela rappelle un peu le film La Canonnière du Yangtze, où il remonte le fleuve jusqu'à une certaine mission. Voilà. Là, c'est protestant, là. Oui. C'est plus catholique, c'est protestant. Mais les chrétiens étaient présents en Chine. Dans certains coins de la Chine, il y avait des communautés chrétiennes qui étaient assez vivantes, et donc une église qu'on rencontre, c'est pas impossible. Enfin, c'est pas une invention. Je crois que j'ai trouvé ça parce que j'ai quand même un peu regardé les archives de cette longue marche. Il n'y a pas tellement. J'ai dû faire plusieurs livres pour trouver ça. Mais ceci étant, c'est vrai que pour un communiste chinois, venir dans une église catholique, c'est un peu une découverte. Oui. Et puis, bien sûr, il y a Mao, apparaissant comme un héros, et quelques pages après, vous le qualifiez de tyran. Alors, justement, Mao, le culte de Mao, qui a duré longtemps, puisque jusqu'à sa mort, il n'était pas contesté. C'est après sa mort qu'il a été contesté. Mao, c'était un grand communicant. Non, c'était d'abord un grand intellectuel. C'était un poète, disant qu'il était mendiant qui marche sous une ombrelle trouée. Enfin, oui. Il a des formules très poétiques. Et un grand communicant. Mais sur le plan militaire, on raconte qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans cette affaire. C'est lui qui de temps en temps change la direction pour une raison ou pour une autre. Mais finalement, il n'est pas contesté parce que il a l'appui des Russes. Il est reconnu par l'Union soviétique de l'époque, et c'est ce qui fait sa force. Et leur idée, c'est d'essayer de revenir pour se mettre sous la protection, justement, à la frontière avec l'Union soviétique. Alors, mon brave étudiant, au début, est un peu fasciné par Mao, puis après, il s'aperçoit au fil du temps que, en réalité, Mao n'est pas ce qu'on croit, et que la vie humaine ne compte pas pour lui, il ne reconnaît pas ses erreurs, enfin bref, il le déboulonne un peu bien avant la fin. Et à la fin d'ailleurs, je dis qu'à la fin, bon, comme il est un intellectuel, lui aussi est victime de la purge au moment de cet épisode dans lequel Mao a poursuivi les intellectuels. Et oui, qu'il a été sauvé in extremis. Oui, il a été sauvé in extremis parce qu'il avait un passé glorieux. Voilà, c'est ça. Passé glorieux. Enfin, il avait participé à la longue marche, il en était un rescapé. Alors ça, c'est une invention. Hein, oui, parce que votre personnage est inventé, donc forcément. C'est complètement inventé. Mais il est certain que au fur et à mesure que cette marche progresse, ses doutes sur Mao augmentent de plus en plus. Et il reste fidèle au communisme, bien sûr,
puisqu'il l'est depuis tout le temps, mais surtout à Zhou Enlai, qui est son maître à penser, qui a d'ailleurs sauvé un peu la Chine à un moment donné. Ainsi, le jour où il me fut proposé d'accompagner le secrétaire général du parti, Zhou Enlai était le supérieur de Mao à l'origine. Il est secrétaire de Zhou Enlai. Il est rentré par Zhou Enlai, qui lui est un mandarin, et qui survivra d'ailleurs à Mao, et qui remettra la Chine dans le bon sens, c'est-à-dire ce qu'ils sont actuellement, dire un pays théoriquement communiste, mais qui vit l'économie libérale très bien. Oui. Entre ces 3 épisodes de marche, donc l'anabase de la retraite de Russie et cette longue marche des communistes en Chine, qu'est-ce qui vous marque le plus au point d'écrire ce livre? Est-ce que c'est l'effort physique de ceux qui ont dû passer ces épreuves, l'épreuve physique, les épreuves politiques, les guerres, les assauts dont ils furent les cibles? Est-ce que ce sont les distances parcourues chaque jour? Parce que certains parcourent 20, 30 km dans des froids épouvantables. En Chine, vous évoquez les distances de 40 à 50 km par jour et pendant des mois entiers consécutivement. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est aussi la direction d'homme qui vous a marqué? Parce qu'on a parlé de différentes figures, Napoléon, le roi Cyrus, il y a aussi, là on a parlé de Mao. Quels ont été les éléments fondateurs qui vous marquent le plus pour ces marcheurs? Je crois que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la résistance qu'ils opposent à tout ça, c'est-à-dire à la fatigue, à la faim. Ils sont vraiment déterminés à s'en sortir. Et ça fait penser à ce que on raconte que Guillaume, qui était un pilote qui avait été perdu dans je sais plus quel désert, disait: ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait. Ah oui, Henri Guillaumet, dans la Cordillère des Andes. Oui, c'est ça. Ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait. Je crois que c'est ça, c'est la volonté de s'en sortir, une sorte de détermination. On voit les gens tomber à côté de vous, on continue quand même. Bon, on prend des moyens qui sont pas forcément, j'allais dire, civilisés pour se nourrir. Le fait de vouloir survivre à tout prix, c'est vraiment une force, une énergie considérable. C'est une matière d'espérance pour vous? Je trouve que pour un homme, savoir vraiment avoir d'abord toujours l'espoir de s'en sortir, l'espérance, ça c'est très important. Il faut voir l'avenir avec optimisme. Je vous disais de mon grand-père d'ailleurs que si il avait vécu si longtemps, c'est que il faisait toujours des projets. À 90 ans, il avait encore des projets de voyage. Enfin bon, il avait toujours des projets. Et je crois que c'est ça, se projeter dans l'avenir en disant rien n'est perdu, on s'en sortira. Et finalement, bon, ils ont la chance pour eux de s'en sortir. Tout le monde ne s'en sort pas. Mais généralement, ceux qui s'en sortent, c'est les plus forts. C'est ceux qui ont, pas forcément physiquement, mais moralement, les plus forts. Ceux qui sont déterminés à s'en sortir et qui surmontent des épreuves que normalement ils ne devraient pas surmonter. Pour reprendre le titre d'un ouvrage d'un auteur, d'un écrivain voyageur que nous avons eu la joie d'avoir sur cette antenne, Alexandre Poussin, en fait votre livre intitulé Marche forcée aurait pu également prendre comme sous-titre Marche avant. Le premier titre que je voulais prendre, c'est L'homme qui marche, mais avec en plus en couverture la statuette longiligne de ce sculpteur suisse là, comment je sais plus. Enfin bref. Donc c'est ça que je voulais prendre. Et puis c'était déjà pris, donc j'ai pas pris ça. Donc j'ai mis marche forcée parce que j'ai eu des marches forcées. Quand on est militaire, on vous emmène faire 15 km à pied avec le sac sur le dos, le fusil dans les mains. C'est lourd, le fusil grand est 4 kilos, 15 kilos derrière. Bon, on fait pas ça parce que ça vous amuse. Non. A priori, on le ferait pas si vous en étiez tout seul. On se promène, mais pas comme ça. Donc, c'est vraiment une marche forcée. C'est des gens qui marchent parce qu'ils sont obligés de marcher. Ils ne font pas ça pour leur plaisir. Ça, c'est sûr. Donc, c'était ça que le titre m'est venu. Je pense que si j'avais voulu faire quelque chose sur la marche en général, un peu moins, on a d'autres les pèlerinages, par exemple, les pèlerinages qui sont des marches pas forcées, ce sont des marches volontaires dans lesquelles on marche, on se fatigue beaucoup, mais on cherche ça, on a quelque chose à la tête, dans la tête qui fait qu'on veut marcher. Dans la tête et dans le cœur. Et dans le cœur, et dans l'esprit. Oui. C'est pour ça que j'ai pris ce titre-là, qui correspond bien à ça, parce que ils font ça les communistes le faisaient à la fois par conviction, puisqu'ils étaient communistes, et évidemment pour échapper aux nationalistes qui voulaient leur peau. Bon, la seule de Napoléon, c'est que ils étaient vaincus par l'hiver, il fallait absolument rentrer à la maison d'une façon ou d'une autre.
Et à la base, c'est un peu différent parce que c'est des gens qui sont pas commandés, qui se sont autocommandés eux-mêmes, qui sont désignés leur chef, qui donc c'est un petit peu plus une sorte de, j'allais dire, de solidarité entre eux qui les mène plutôt qu'une autorité qui les dirige. Merci beaucoup Stéphane Scrive. Merci à vous.